Cuisinons l'histoire. Le podcast qui décortique les mythes de la gastronomie française. Avec Ronan Coquelin-Lyon et Éric Birlouez, ingénieur et sociologue de l'alimentation. Bonjour Éric. Salut Ronan. Aujourd'hui, on vous parle des épices et de la riche histoire qui les entoure, car si leurs fonctions premières sont de relever les plats, les épices ont longtemps fait l'objet d'autres utilisations. Elles ont aussi nourri quelques mythes, Éric. Oui, par exemple celui d'être des aphrodisiaques hors pair. On va voir tout ça avec toi. Et pour commencer, est-ce que c'est vrai qu'au Moyen-Âge, les épices étaient très utilisées ? On dit qu'elles permettaient de conserver les aliments et aussi de masquer le mauvais goût de viande souvent avariée. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'au XIVe et XVe siècle, les épices, on les employait beaucoup dans la cuisine française. Mais c'était pas du tout pour ces deux raisons-là. Il faut savoir qu'à cette époque, les épices étaient des denrées de très grand luxe, rares, très coûteuses. La plupart venaient d'Inde, de l'île de Ceylan, d'Indonésie ou même de la Chine du Sud, après parfois plus de 2 années d'un voyage périlleux. Et alors, en conséquence, seuls les ultra-riches pouvaient s'offrir des épices. Et bien sûr, ces mêmes élites sociales avaient le moyen de ne pas manger de la viande avariée. Celle-ci était au contraire la plus fraîche possible, car les mangeurs médiévaux étaient tout à fait conscients du risque sanitaire qu'ils auraient encouru en mangeant une viande trop avariée. À la fin du Moyen-Âge, il régnait même une peur panique de la pourriture. On pensait que si vous introduisiez la pourriture d'un aliment dans votre corps, eh bien, c'est vous qui alliez pourrir de l'intérieur. Il y a point de pourrissement qui résiste. Avec la pâte à dents. À cette époque, il existait même des réglementations qui, en été, par exemple, obligeaient les bouchers à vendre dans la journée la viande de l'animal qui avait été abattu, le matin même. En hiver, la date limite de vente s'était un peu repoussée à 3 jours. Pour ce qui est de la conservation des denrées alimentaires, l'autre raison que tu évoquais, il existait en fait bien d'autres moyens, aussi efficace et surtout beaucoup moins coûteux que les épices. Par exemple, le séchage, le fumage, le salage, la conservation dans l'huile ou le vinaigre, la fermentation, etc., etc. Alors comment est née cette légende des épices qui servent à masquer le goût de la viande avariée ? Il semblerait que cette légende alimentaire, elle soit apparue dans les années 1920 aux États-Unis, donc assez récemment. C'est à cette époque que le réfrigérateur commence à entrer dans les foyers américains. Et du coup, on s'interroge sur les moyens de conservation des aliments dont disposaient en Europe les gens du Moyen-Âge qui n'avaient pas de réfrigérateur. Et un article qui va être publié dans une encyclopédie américaine va présenter les épices comme le moyen de couvrir le goût de viande qui ne sont plus de la première fraîcheur. Donc c'est une légende plutôt récente. Autre légende bien connue, les épices médiévales ont été découvertes en Terre Sainte par les croisés, puis rapportées en Europe. Eh bien ça, c'est un autre mythe, Ronan. L'Empire romain, y compris la Gaule gallo-romaine, connaissait déjà les épices qui étaient importées d'Orient, je l'ai dit, à grands frais. Les personnes très riches, elles n'hésitaient pas à dépenser des fortunes pour s'en procurer. Mais la chute de l'Empire romain d'Occident, on se rappelle que c'est en 476, va fortement ralentir le commerce des épices entre l'Orient et l'Occident. Et puis, c'est vrai qu'au XIIe, XIIIe siècle, les croisades vont relancer le goût de ces denrées exotiques. Les croisés observent que les cours musulmanes font un grand usage des épices pour leur mets, leur sirop, aussi pour la médecine, les parfums, les cosmétiques, etc. Et de nouveaux acteurs du commerce des épices en Méditerranée vont entrer en scène, et notamment les républiques maritimes de Gênes et de Venise. Leurs bateaux transportent les croisés jusqu'en Terre Sainte et au retour, ils ramènent des cargaisons d'épices et d'autres produits d'Asie. Mais c'est surtout à la fin du Moyen-Âge que l'emploi des épices dans la cuisine aristocratique européenne va vraiment exploser. Comment expliquer cette folie des épices ? Alors on note dans les traités de cuisine de la fin du Moyen-Âge un emploi massif de poivre, de cannelle, de clous de girofle, de noix de muscade, de gingembre, de safran, de cardamome, etc. Et puis aussi d'épices qui nous sont aujourd'hui bien moins familières, comme le poivre long, le galanga, la graine de paradis, le massis, le poivre cubeb, le mastic, le citoile, etc. Alors les principales raisons de l'utilisation des épices à grand foison étaient de nature symbolique, sociale et médicale. Sur le plan symbolique, les épices exotiques provenaient de régions chaudes et arides que les gens du Moyen-Âge associaient à l'élément feu. Or, ce dernier, le feu, était considéré comme le plus noble des 4 éléments de l'univers, devant l'air, l'eau et la terre. Et par ailleurs, les épices provenaient de l'Orient, qui était l'endroit du monde où on situait le paradis terrestre. Les épices offraient donc un avant-goût de résurrection. Et aussi,
Parce qu'elles venaient de l'Orient lointain, mystérieux, elles avaient bien sûr un parfum d'exotisme et d'aventure. Il y avait aussi une raison diététique. On attribuait aux épices d'extraordinaires vertus médicinales. On considérait que des substances qui étaient aussi rares et précieuses ne pouvaient, par définition, qu'être bonnes pour la santé. La cannelle, par exemple, était réputée faire merveille contre les maux d'estomac et les diarrhées. Le clou de girofle était jugé souverain contre les troubles de l'intestin. Le gingembre facilitait l'assimilation des aliments. Le safran aidait à s'endormir, etc. Et puis, on pensait que les épices étaient bonnes aussi pour la vigueur sexuelle, d'où l'emploi de nombre d'épices comme aphrodisiaques. Mais là, Ronan, avec des résultats que je ne garantis pas. Et les épices étaient aussi un marqueur de richesse, un signe de distinction sociale. Et oui, cet emploi abondant de ces denrées très coûteuses, eh bien, ça permettait d'afficher, aux yeux de ses invités, son rang de riche, de puissant. D'ailleurs, la très grande valeur des épices en faisait une monnaie d'échange. C'est d'ailleurs de là que vient l'expression « payer en espèces », c'est-à-dire en épices. 1 kilo de poivre avait, à la fin du Moyen-Âge, la même valeur qu'1 kilo d'or. Et puis, il y avait, bien sûr, ne l'oublions pas, l'attrait sensoriel, de saveurs, de parfums différents. Et puis, les épices, elles permettaient aussi de mettre de la couleur dans les plats. La cannelle, par exemple, colorée en brun clair, le safran coloré en jaune, couleur de l'or. Or, tu le sais peut-être, Ronan, mais pour les hommes du Moyen-Âge, la couleur, elle était très importante. Ils en mettaient partout, sur les façades des cathédrales, les habits, les étendards, etc. Parce que la couleur, elle était associée à la lumière divine. Et peut-être, elle permettait, pensait-on, de conjurer, symboliquement bien sûr, la crainte des ténèbres de la mort. Eric, tu as fait un bouquin sur les épices et tu écris que la quête des épices a été un des principaux moteurs de l'histoire humaine. Effectivement, le désir croissant de se procurer ces denrées si convoitées a conduit les hommes à ouvrir de nouvelles routes terrestres et maritimes et à découvrir, alors par hasard, un nouveau monde, l'Amérique. Des terres à conquérir, presque toujours, il faut le dire, par la violence, la cruauté, des territoires éloignés dont on a fait parfois des colonies. Alors on voit que finalement, ces humbles végétaux que sont les épices avaient autrefois l'importance géopolitique qu'ont eu bien plus tard les gisements de pétrole et de gaz, par exemple. Et le mouvement est lancé quand, au XVe siècle, les nations européennes cherchent à s'approvisionner en épices à la source. Et oui, pour ne plus avoir à payer tout simplement les prix exorbitants que demandaient les marchands et les intermédiaires arabes, vénitiens ou génois. Et c'est à ce moment-là qu'un petit pays d'1 million d'habitants à peine va entrer en scène, le Portugal. Il y a un prince portugais, Henri le Navigateur, qui envoie des caravelles longer les côtes africaines. En 1488, le navigateur portugais, Bartholoméu Dias, parvient à franchir le cap de Bonne-Espérance, donc qui est à la pointe sud de l'Afrique. Dans le même temps, en Espagne, les rois catholiques, eux, font confiance à Christophe Colomb. Le navigateur génois est parvenu à convaincre les souverains espagnols que la traversée de l'Atlantique d'est en ouest permettra d'atteindre les Indes, les terres aux épices. Mais en octobre 1492, Colomb, on le sait, se heurte à un continent inconnu des Européens, qui plus tard sera nommé Amérique. Mais là, il y a une amère déception, c'est que ce nouveau monde ne va offrir ni poivre, ni cannelle, ni muscade, ni clou de girofle, ni gingembre, seulement des piments et de la vanille. Alors, l'histoire, elle ne va pas s'arrêter là pour autant. 5 années plus tard, Vasco de Gama, de nouveau un Portugais, contourne de l'Afrique, mais va plus loin. Il atteint le port de Calicut, en Inde. Et là, les épices abondent et surtout, elles sont vendues à vil prix. Et c'est ça qui va faire l'immense fortune du petit Portugal. Et puis, enfin, à la fin du XVIe siècle, commence à émerger une nouvelle puissance maritime, la Hollande, qui va arracher aux Portugais le monopole du commerce mondial des épices. Et la France dans tout ça ? Alors en France, il y a Colbert, le grand ministre de Louis XIV, qui lui n'accepte pas de voir son royaume exclu d'un commerce maritime qui est quand même très lucratif. Et donc Colbert va créer en 1664 la Compagnie des Indes orientales, dont le siège va être d'abord installé à Port-Louis, près de Lorient. Cette Compagnie des Indes orientales va fonder des comptoirs
de commerce à Pondichéry, à Chandernagore, en Inde, et puis également sur l'île Bourbon, donc qui est l'actuelle île de la Réunion, sur l'île de France, l'actuelle île Maurice. Mais bon, cette initiative n'est pas très fructueuse. Et il faut attendre le XVIIIe siècle pour qu'un Français au nom prédestiné, Monsieur Pierre Poivre, modifie durablement le cours de l'histoire des épices. Pierre Poivre va dérober aux Hollandais des plants de muscadier et de giroflier. Il va les implanter sur les possessions françaises d'outre-mer. Donc il n'y a plus de monopole hollandais. Et du coup, le cours des épices va s'effondrer. Mais en fait, déjà, le goût des Européens pour les épices s'était affaibli. Au XIXe siècle, au siècle suivant, donc, on ne consomme déjà presque plus d'épices en France. Merci beaucoup Eric, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt, Rodan. Pour en savoir plus, découvrez l'histoire de l'alimentation des Français, un livre d'Éric Birloise aux éditions Ouest France.